à tous et toutes pour notre nouveau rendez-vous Pacte. Alors, lancé en mai dernier, les rendez-vous Pacte s'inscrivent dans le cadre du Pacte, la mobilisation des grands groupes en faveur des quartiers politiques de la ville. Le Pacte est propulsé à l'échelle nationale par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et soutenu par le ministère de la politique de la ville, donc de Nadia Hay. À ce jour, plus de 80 grands groupes sont mobilisés au national dans le cadre du pacte et il y a une déclinaison du pacte en local avec plus de 1000 entreprises. Donc voilà, après avoir traité plusieurs thèmes l'an dernier et cette année qui étaient plutôt en lien avec l'actualité et les quartiers politiques de la ville, on avait pu proposer notamment dans un contexte qui est effectivement celui-ci pour une deuxième vague de confinement, des thématiques assez vastes, aussi bien sur les emplois francs que sur les achats en temps de crise. Voilà, donc aujourd'hui, on fait plutôt cap sur un sujet qui est primordial, mais assez peu connu de tous, qui est l'exclusion numérique. Alors, pour peut-être rappeler quelques chiffres, sachant que le phénomène a été largement amplifié ces derniers mois, notamment avec les mesures de confinement. Quelques chiffres donc, qui nous interpellent. 8 millions de personnes en France sont exclues du numérique faute de pouvoir acquérir du matériel. 13% de la population se dit en pénibilité numérique et en parallèle, 39% des entreprises continuent à stocker des équipements inutilisés. Voilà, donc il y a un constat d'exclusion dans un premier sens et de l'autre côté, il y a 39% des entreprises qui continuent à stocker des équipements inutilisés. Voilà. Donc, on est plutôt là aujourd'hui pour échanger autour des solutions qui existent. On est assez fiers dans le cadre du pacte de pouvoir compter sur des grands groupes qui ont su se mobiliser de façon très réactive pendant le confinement, notamment pour maintenir le lien avec les plus précaires et en partie notamment la jeunesse des quartiers politiques de la ville. Il y a eu un florilège de dons d'entreprises, d'ordinateurs, etc. Donc voilà, un grand merci à toutes les entreprises du pacte qui sont souvent très réactives. Voilà, donc aujourd'hui, l'enjeu est de savoir surtout quelles actions existent en matière d'inclusion numérique en faveur des habitants des quartiers politiques de la ville. Donc aujourd'hui, on est en présence de plusieurs intervenants pour en parler. Notamment Marie Cohen-Scali, qui est co-directrice chez Emmaüs Connect. Donc, bonjour Marie. Bonjour à tous. On peut compter également sur Emmanuel Jolivier, qui fait partie du business development chez Ares. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Également Camille Bardou, qui fait partie de la collecte tech et qui présentera sa solution aujourd'hui. Bonjour. Robin Le Gouille, qui qui est responsable compte clé chez La Poste Colissimo et qui pourra aussi parler notamment des interactions de La Poste Colissimo avec la plateforme. Bonjour à tous. Bonjour Robin. Et ensuite, donc Majid Agag, qui est plutôt côté grand groupe donc, qui est directeur de projet chez BNP Paribas et qui pourra nous parler des bonnes pratiques qui ont été celles de la BNP pendant le confinement. Donc, bonjour Majid et merci. Bonjour à tous. Voilà, bon, je ne m'éternise pas non plus. Notre échange va se dérouler en deux séquences. Donc, une première séquence qui sera intitulée « Favoriser l'inclusion numérique des plus fragiles et comment faire de nouvelles technologies un levier d'insertion sociale », dans lequel on pourra présenter notamment la plateforme Emmaüs Connect, qui a été lancée par Emmaüs Connect, qui s'appelle donc la Collecte Tech. Et dans un deuxième temps, le maintien des liens par les entreprises avec les jeunes et les publics en précarité numérique. Voilà, donc merci en tout cas à tous les participants. Et puis on peut commencer, donc on peut ouvrir la première séquence qui est plutôt en lien sur l'inclusion numérique. Donc peut-être Marie, si tu veux commencer. Donc Marie d'Emmaüs Connect, si tu peux nous présenter peut-être un petit peu les concepts qu'on ne maîtrise pas toujours, donc notamment sur la précarité numérique. Avec plaisir. Merci beaucoup pour cette introduction et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Votre présence témoigne aussi de l'importance du sujet et finalement de l'urgence qui est face à nous.
Donc, la précarité numérique, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? Vous avez dû entendre ces derniers mois tout un tas de chiffres différents, de définitions différentes. On en a choisi quelques-uns aujourd'hui, peut-être pour lancer la discussion. Et n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on précise certains points en particulier qui ne sont pas mentionnés dans le support qu'on vous présente. Alors, l'électronisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'incapacité que peut rencontrer une personne à utiliser les appareils numériques, les outils informatiques de manière générale, en raison de manque de compétences par rapport à leur fonctionnement. Donc, 17% des Français sont en situation d'électronisme. Ensuite, quand on a dit ça, il y a différents niveaux d'éloignement face au numérique. Un autre chiffre qu'on entend beaucoup, c'est une personne sur deux dans votre entourage qui va manquer d'une compétence numérique de base. Donc, par exemple, communiquer en ligne, rechercher une information, utiliser un logiciel de type traitement de texte, etc., résoudre un problème, une problématique face à un outil numérique. Donc, ça, c'est très vaste. Une personne sur deux dans votre entourage est touchée par ce phénomène, mais dans ces 47%, il y a bien sûr des niveaux d'éloignement qui sont différents. Il y a des personnes qui sont exclues du numérique, qui vont être tellement éloignées qu'elles vont avoir du mal à rentrer dans un parcours d'apprentissage. Des personnes qui sont dites éloignées du numérique, qu'on va pouvoir former, accompagner vers l'autonomie numérique sur les compétences numériques de base, et des personnes qui sont proches du numérique. Par exemple, on pense aux jeunes qui savent très bien utiliser les réseaux sociaux de manière générale, mais qui vont avoir un blocage, par exemple, pour faire des démarches en ligne ou pour rechercher un emploi sur Internet. Quel que soit le niveau d'éloignement, ce qu'on constate, c'est que cet éloignement face au numérique et qu'on met en parallèle de la digitalisation massive des services du quotidien, des services administratifs, nous amène à un constat qui est qu'un certain nombre de personnes sont laissées au bord du chemin. Et notamment, il y a 32% des personnes qui ont renoncé à faire quelque chose en ligne parce qu'elles avaient un blocage, une difficulté. Donc, on voit que ça peut augmenter le taux de non-recours au droit, par exemple. Et on a choisi deux autres chiffres dont on voulait vous parler pour introduire le sujet aujourd'hui. Et c'est une question dont on parle moins dans l'actualité. On parle beaucoup des compétences numériques de base, mais on ne parle pas d'un autre frein qui est majeur, qui est le coût de l'équipement et de la connexion, et qui, pour certains publics, est une barrière à l'entrée. Et notamment, 23% des Français n'ont pas de smartphone, et c'est un chiffre qui est à peu près similaire, un peu inférieur d'ailleurs, pour les ordinateurs, et 12% des Français n'ont pas d'équipement Internet à leur domicile. C'est pour ça que pendant cette période qu'on vient de traverser de confinement, il y a plus d'1 million de personnes qui ont été plongées dans la solitude la plus totale et qui n'ont pas pu avoir accès à tous ces services numériques qui nous ont été presque vitaux, en fait, finalement, pendant cette période de confinement. Qu'est-ce que c'est l'inclusion numérique? Qu'est-ce qu'on cherche à faire chez Emmaüs Connect? On cherche à donner la capacité à chacun de pouvoir profiter de manière égale aux opportunités offertes par le numérique. Parce qu'on parle beaucoup d'exclusion numérique, mais nous, notre sujet, c'est l'inclusion numérique. C'est comment faire du numérique une chance pour tous, ou donc un levier d'insertion sociale et économique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le numérique, ça touche tous les domaines socio-économiques, l'emploi, la santé, l'éducation, le logement, l'accès aux droits, etc., mais aussi tout ce qui est lié aux loisirs et dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, notamment pour les jeunes. Donc, ça touche à tous ces domaines-là. Et finalement, quand vous n'avez pas accès au numérique, vous êtes donc dans une situation d'exclusion. Mais nous, notre objectif, c'est du coup d'en faire un levier d'insertion sociale et économique. On nous pose souvent la question, finalement, ça touche qui, l'exclusion numérique? C'est un problème pour qui? Alors, en fait, il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas forcément un profil type, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a une corrélation forte entre l'âge, le niveau de diplôme, le niveau de revenu
et la situation géographique, notamment les zones rurales, sont des zones plus touchées. Ensuite, dans ces catégories-là, il y a bien sûr des personnes qui, du coup, relèvent de la grande exclusion. Donc, c'est des personnes dont le niveau de revenu est bas. Donc, il y a les grands exclus, les sans domicile fixe, les travailleurs pauvres, les familles en difficulté, etc., les demandeurs d'emploi. Il y a aussi des jeunes qui sont en insertion et en situation de précarité. Donc, il y a une corrélation forte entre ces éléments socio-économiques, mais ensuite, on retrouve toute catégorie d'âge. Et finalement, ce qu'on constate aussi, c'est que les freins et les leviers de motivation de chacune de ces personnes vont être différentes. Donc, certaines d'entre elles vont avoir uniquement un problème de compétences, et un bon nombre d'entre elles vont avoir un frein face au coût de l'équipement et au coût de la connexion. Une personne sur deux hors ligne, âgée de 22 à 36 ans, disent qu'elles ont un problème par rapport à l'accès au numérique et au coût encore trop élevé d'un abonnement ou d'un équipement. Enfin voilà, il y a beaucoup de chiffres que je pourrais vous exposer, mais à la limite, on en reparle si vous avez des questions. Ce qui en résulte, c'est quand même qu'il y a une urgence sociale à agir parce que cette exclusion touche souvent les plus précaires. Et ce constat a été fortement renforcé en 2020 face à la crise qu'on vient de traverser. Et donc, ça, finalement, accélère la marginalisation et ça renforce les inégalités. Chez Emmaüs Connect, les publics qu'on accompagne, finalement, on vous a présenté là sur la diapo que Camille projette un certain nombre de données socio-économiques et on retrouve un peu les mêmes constats. 80% des personnes qu'on accompagne chez Emmaüs Connect gagnent moins de 650 € par mois. 62% sont sans emploi, actifs sans emploi, c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche de recherche d'emploi, mais sont au chômage ou bénéficiaires du RSA. Alors, étonnamment, on accompagne 47% des personnes qu'on accompagne sont entre 31 et 54 ans. C'est donc plutôt un public jeune. On a aussi, bien évidemment, une part de seniors et une part croissante également de personnes jeunes, donc entre 13 et 30 ans. Donc voilà, c'est pour vous montrer la diversité des publics qui sont touchés. Et il y a aussi une situation chez Emmaüs Connect, puisqu'on propose des recharges téléphoniques et Internet à prix solidaire qui sont réservées à des personnes qui n'ont pas de compte bancaire ou qui n'ont pas de domiciliation propre. Ça, c'est 2 facteurs supplémentaires d'exclusion face au numérique, parce que quand on n'a pas de compte bancaire ou pas de domiciliation, on ne peut pas avoir accès à un abonnement téléphonique à bas prix. Et donc, on passe par des recharges. Toutes ces offres sont souvent très peu lisibles. Si on cumule ces barrières-là, plus un manque de compétences un manque de compétences numériques de base, il va être très difficile pour nous de suivre nos factures en ligne, de gérer notre consommation, etc. Et donc, on peut tomber dans des situations d'impayés. Et lorsqu'on a un très petit revenu, il faut savoir maîtriser ses dépenses au jour le jour. Et donc, ça, c'est une situation difficile lorsqu'on cumule différents freins. Ça peut nous mener à des situations difficiles au niveau budgétaire. Et donc, on a plutôt accès à des recharges téléphoniques qui restent encore assez chères sur le marché et surtout dont l'offre est très peu lisible. Emmaüs Connect depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on agit sur le sujet. Emmaüs Connect est né à la base d'un chantier d'insertion qui s'appelle Emmaüs Défi et qui accompagnait des personnes qui étaient très marginalisées à la rue, sans domicile fixe, au retour vers l'emploi, en leur donnant du travail, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, 1 journée par semaine, ainsi de suite, jusqu'à les ramener vers l'emploi de manière durable. Et donc, Emmaüs Connect est né du constat que ces personnes-là préféraient se priver de manger pour pouvoir avoir accès à un téléphone. Préféraient mettre leur argent dans l'achat d'un téléphone
et de recharge téléphonique qui, à l'époque, coûtait très, très cher, en 2010. Donc, elle préférait se priver de manger pour avoir accès à ça parce que finalement, le téléphone, c'était leur dernière adresse, leur dernier moyen de connexion avec la société. Et donc, c'était vital. Et face à ce constat, Emmaüs Connect a commencé Emmaüs Connect est né sur le sujet, d'abord avec une offre de recharge solidaire et d'équipement solidaire. Et puis, on a construit petit à petit donc, le programme d'accompagnement vers les compétences numériques de base. On a différents types de réponses, l'objectif étant d'avoir des parcours adaptés aux leviers de motivation des différentes personnes qu'on accompagne et aussi à leur niveau d'autonomie numérique. Donc, ça va d'un accompagnement coup de pouce d'1 h 30 à des accompagnements de 15 heures, de 30 heures, avec des focus sur le retour vers l'emploi, sur le bien vieillir, etc. Donc, voilà, on a un panel d'accompagnement assez large. Dernièrement, on a créé un parcours sur la e-parentalité suite au confinement où on a constaté une forte détresse des parents pour accompagner leurs enfants sur la prise en main des outils de l'éducation nationale. Et donc, ce programme est né. Donc, voilà, on continue d'innover et de construire des parcours spécifiques en fonction des enjeux des publics qu'on accompagne. Et puis, il faut savoir qu'en 2010, voilà, quand Emmaüs Connect est né, le sujet était très peu plébiscité. Personne ne parlait de cette thématique. Et donc, il y a eu un fort enjeu pour Emmaüs Connect, on va dire de 2010 à 2017, à sensibiliser l'écosystème et notamment à former les travailleurs sociaux qui sont en première ligne face à cette fracture numérique, puisque c'est eux qui accompagnent les publics en situation de précarité et qui vont voilà, être les premiers sollicités lorsqu'un public a une difficulté et a besoin d'aide. C'est eux qui vont être sollicités pour faire de l'assistance. Donc nous, on les forme à détecter une problématique sur le numérique et à orienter les publics vers les services adaptés pour leur accompagnement. Donc voilà, c'est vraiment un travail qu'on mène main dans la main avec les travailleurs sociaux. On a plus de 6000 travailleurs sociaux qui sont prescripteurs des publics chez Emmaüs Connect. On travaille sur toute la France dans 13 lieux d'accueil. C'est des lieux physiques où voilà, on reçoit le public qui nous est orienté par l'action sociale et c'est voilà, de là où on va faire un rendez-vous d'1 heure pour apprendre à les connaître tout simplement, pour apprendre pour diagnostiquer leur niveau d'éloignement numérique, les différents freins qu'ils peuvent avoir face au numérique, donc les problèmes de connexion et d'équipement, et on va leur proposer un parcours adapté à leurs besoins. Donc voilà, pour la petite introduction, et je vais rapidement passer le relais à Camille et Emmanuel. Mais d'où est né le projet dont on veut vous parler aujourd'hui, la collecte.tech. Alors, on agit sur l'équipement solidaire depuis un certain temps, mais on a toujours eu voilà, des approvisionnements assez ponctuels et on a toujours eu des listes d'attente énormes chez Emmaüs Connect. L'année dernière, c'était 3000 personnes qui étaient en attente d'équipement, en gros, pour lesquelles on n'avait pas la capacité d'approvisionnement pour leur offrir de l'équipement à bas prix. Donc, on faisait ce qu'on pouvait voilà, au fil de l'eau. Et puis, pendant le confinement, le premier confinement, on a lancé une opération qui s'appelle Connexion d'urgence, puisque nos points d'accueil ont dû fermer et on a souhaité continuer à agir à distance. L'opération Connexion d'urgence visait à pouvoir connecter et équiper des personnes en situation de grande précarité et des jeunes. Autour de cette opération, c'est rallié le groupe ARES, le collectif Mentorat, la fondation Break Poverty, et ensemble, on a réussi à mener une opération assez massive qui nous a permis de distribuer plus de 24 000 équipements informatiques, plus de 35 000 recharges téléphoniques et Internet. Et donc, en tout, on a touché 25 000 bénéficiaires en s'appuyant sur 900 structures associatives locales qui nous ont remonté les besoins des publics
qui continuaient à venir frapper à leur porte pendant le confinement, puisqu'elles étaient dans une situation de détresse totale. Et donc, fort de cette expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre d'entreprises qui étaient à même d'agir sur le sujet, qui avaient vraiment à cœur d'agir sur le sujet, qu'il y avait un grand nombre de reconditionneurs solidaires, donc des structures d'insertion des structures d'insertion, des chantiers d'insertion et des entreprises d'insertion qui avaient à cœur d'agir sur le sujet. Et que 900 structures associatives locales, dont le cœur de métier n'était pas l'inclusion numérique, se sont aussi mobilisées sur le sujet pour faire face à l'urgence. Et donc, on a souhaité pérenniser ce dispositif, mais de manière durable, de manière économiquement durable, pour que ça tienne dans la durée et pour pouvoir apporter une réponse au long cours. Et donc, le projet dont on va vous parler aujourd'hui vise à pouvoir massifier les dons d'entreprise en les rassurant, en leur donnant toutes les garanties nécessaires et en ayant un processus qui va faire que finalement, ça va leur demander très peu d'efforts de changer leur manière de faire et de flécher ce matériel vers un projet solidaire, voire ça peut avoir vraiment des retombées très positives en termes de RSE, en termes de déduction fiscale, tout ça. Camille va vous en parler après, je ne vais pas spoiler sa partie. Et donc, de collecter massivement ces dons d'entreprise, de travailler avec des structures d'insertion qui vont donc créer de l'emploi pour reconditionner ce matériel et de les distribuer partout en France via ce réseau associatif local au plus proche des publics, y compris dans les zones rurales, qui vont détecter le besoin et qui vont proposer ce matériel à prix solidaire à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'équiper. Je ne sais pas si, Théodore, est-ce qu'on fait une petite pause questions-réponses ou est-ce qu'on enchaîne sur la collecte.tech maintenant qu'on a donné un ordre? On peut peut-être enchaîner sur la collecte et on fera peut-être à la fin de la première séquence une série de questions-réponses comme ça. Je pense qu'on enchaîne un peu avec ça. Bon, alors du coup, j'enchaîne. Donc la collecte.tech, comme le disait Marie, c'est vraiment une filière numérique solidaire que l'on a créée. Et évidemment, c'est avant tout un travail d'équipe et un travail de maillage de différents acteurs, vous l'aurez compris. Le premier acteur du projet est le donateur, en fait, pour lequel on a créé, et on vous partagera les informations un peu plus tard, mais cette fameuse collecte.tech, en fait, c'est un site que vous pouvez retrouver et qui permet vraiment au donateur d'inscrire son don, de faire une proposition, en fait, de matériel qu'il aurait dormant dans des placards ou alors de flotte qui serait renouvelée. Donc, du coup, il resterait un petit peu sur les bras du matériel dont il n'aurait plus l'usage. Et nous, on lui propose vraiment d'inscrire son don et ensuite on va prendre le relais, on va le contacter et travailler ensemble sur ce don. Évidemment, le deuxième acteur clé, c'est le reconditionneur solidaire. Comme l'a dit Marie, ce sont des entreprises, chantiers ou ateliers d'insertion. Et l'idée en les ajoutant dans cette grande chaîne de solidarité, c'est aussi à terme d'avoir un impact économique et du coup, en fait, de créer de l'emploi, d'être apporteur justement d'affaires auprès de ces structures et de permettre plus d'embauches de personnes pour faire le reconditionnement. Et puis le dernier acteur, c'est la fameuse structure sociale. Évidemment, c'est l'impact social qui vient certainement en tête quand on évoque le projet. Et évidemment, c'est ces fameuses structures sociales qui vont pouvoir fournir ce matériel qui aura été revalorisé, reconditionné. L'idée, c'est bien sûr qu'elles le fournissent à prix solidaire à des publics qui sont en difficulté face au numérique, avec un vrai enjeu aussi de les accompagner à l'usage et à l'obtention du coup du bagage numérique minimum. Mais du coup, sans plus tarder, je vais vous présenter Emmanuel Jolivet, du coup, qui représente nos reconditionneurs solidaires au nom d'Ateliers sans frontières. Bonjour à tous. Voilà, je travaille chez Ateliers sans frontières. Je voulais vous partager en 3 mots rapidement. Ateliers sans frontières, ça fait partie du groupe ARES. Le groupe ARES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'entreprises d'insertion par l'activité économique. On emploie plus de 1000 personnes par an. Et la vocation principale, c'est de favoriser l'insertion des personnes en grande exclusion en organisant des parcours d'insertion. Et un parcours d'insertion,
C'est un accompagnement double, social et technique pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, les personnes, on leur réapprend un métier, on leur permet de trouver une place dans la société. Donc, en conclusion, le groupe ARES, c'est 14 établissements d'insertion et ils ont chacun leur secteur d'activité. Et Ateliers sans frontières et notre entreprise d'insertion qui travaille dans le numérique et le reconditionnement d'ordinateurs. Donc, actuellement, on a 70 personnes qui sont en parcours tous les ans chez ASF. Et ASF, en fait, a une activité comme beaucoup de reconditionneurs, mais c'est une activité de reconditionnement solidaire. On récupère des dons de matériel d'entreprise et on les reconditionne en faisant travailler nos employés et on les revend à des publics sociaux. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Et là, on s'insère dans ce programme de la collecte pour faire cette activité-là. Et mon rôle, en fait, c'est d'accompagner les entreprises, comme ici, c'est Emmaüs, pour les aider à monter un partenariat avec le groupe ARES, mais plus largement avec l'ESS, qui s'intègre, pour que l'ESS s'intègre plus facilement dans le secteur privé. Et moi qui viens du privé, je vois bien qu'il faut aider, mettre de l'énergie dès le début pour que les deux mondes se rencontrent. Donc, ce projet, il est superbe. Il permet, donc moi, j'essaye d'apporter mon aide comme je peux à Emmaüs, qui connaît bien le monde de l'insertion, mais pour faire émerger un nouveau modèle. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais merci en tout cas à Camille, à Marie et à Emmaüs Connect pour orchestrer ce beau projet. Merci Emmanuel. Et juste du coup pour citer les 2 autres reconditionneurs avec lesquels on a le plaisir de co-construire tous les outils, de réfléchir ensemble vraiment au projet La Collecte.tech. Du coup, il s'agit des ateliers du bocage, du coup, qui sont entre Nantes et Niort, et puis de Trira, du coup, dans le Rhône-Alpes. Je poursuis du coup. L'idée du coup donc de ce site en ligne pour retourner du côté donateur, c'est vraiment de faciliter la qualification de vos dons, leur valorisation et de vous permettre aussi d'avoir un impact et une traçabilité sur ces dons. Pour nous, c'est vraiment très très important que la boucle soit bouclée et que le donateur puisse aussi savoir ce qu'on fait de ses dons et vers quel public, association, structure en tout cas ils vont être fléchés. C'est aussi un site de l'autre côté, on va dire, qui nous permet vraiment d'être un outil pour faciliter le reconditionnement. Donc, ça va être un outil vraiment à disposition des reconditionneurs et de ces fameux relais numériques. L'idée, en fait, c'est tout simplement pour nous de pouvoir voir ce qui est disponible chez les reconditionneurs et de le faire matcher, en fait, avec la demande de ces différentes structures sociales qui sont au contact des publics en précarité. Et ça me permet du coup d'introduire le partenariat qu'on a la chance d'avoir noué avec Colissimo, qui nous permet justement de rapprocher les donateurs avec les reconditionneurs et les reconditionneurs avec les relais. Du coup, Robin, peut-être que vous pouvez vous présenter. Oui, tout à fait. Donc, Robin Le Gouil, moi, je suis responsable compte clé Colissimo. Donc, en fait, aujourd'hui, Colissimo faisant partie du groupe La Poste, notre accompagnement donc, sur l'opération La Collecte Tech intervient donc, sur le volet sociétal donc, de la politique RSE volontariste donc, du groupe La Poste, avec un fort enjeu pour nous, qui est la lutte contre l'exclusion des personnes les plus vulnérables. Donc ça se traduit par plusieurs actions de différents ordres, hein, puisque il y a des mesures de soutien aux personnes âgées, par exemple avec du portage de médicaments, des mesures de soutien aux commerçants aussi qui vivent des temps difficiles. Et l'objectif, c'est de trouver des réponses pour garantir donc l'accès aux besoins vitaux des personnes les plus vulnérables. Donc c'est tout naturellement que La Poste via Colissimo souhaite poursuivre le partenariat donc qui a été engagé avec Emmaüs Connect donc lors de l'opération Réussite Connectée, en accompagnant donc ce combat pour l'inclusion numérique. Donc concrètement, le partenariat avec La Collecte Tech, donc c'est un don de 20 000 colis gratuits
donc dans le cadre de l'opération La Collecte Tech. C'est aussi un support à la formation, donc des agents qui vont préparer les colis. Donc voilà, c'est une opération d'envergure. On est le partenaire transport sur cette opération-là. C'est un fort enjeu pour nous, dont on se passerait, puisque c'est des sujets délicats à traiter et de traiter tous ces sujets d'inégalité. Mais aujourd'hui, on se doit de le faire et on est fiers donc de vous accompagner, d'être à vos côtés pour cette opération-là. Merci beaucoup, Robin. Et donc, du coup, comme je le disais, grâce à Colissimo, on va pouvoir traiter des dons qui pourraient être des dons un petit peu plus petits, parce qu'évidemment, derrière l'enjeu du don, il y a plein d'enjeux logistiques. Et donc, grâce à Colissimo, des dons qui ne seraient pas immenses et qu'on n'aurait pas vraiment d'utilité à mettre sur des palettes, à transporter dans des gros camions, du coup, on va pouvoir, grâce à Colissimo, faire transiter facilement ces dons en fournissant aux donateurs une étiquette prépayée tout simplement si le don n'était pas sujet à être transporté sur des palettes. Et puis Colissimo nous permettra aussi, lorsque les relais passeront des commandes de matériel, de leur envoyer du coup ce matériel-ci. Merci encore, Robin. Ce site en ligne, il nous permet aussi, et je finirai là-dessus, d'accélérer la mise en place vraiment de filières solidaires locales. On en parlera du coup quand je vous présenterai un petit bilan à date de ce qui s'est passé ce dernier mois. Mais grosso modo, évidemment, on a un enjeu à travailler en local avec des reconditionneurs du coup sur leur propre territoire et en permettant aux donateurs du coup de venir enrichir son territoire proche. Et donc peut-être de créer de l'emploi sur ce territoire-ci et d'alimenter les structures sociales environnantes. Donc voilà, il y a un gros enjeu aussi de notre côté sur ce sujet-ci, avec plusieurs territoires qui sont en phase vraiment de transformer l'essai, notamment les Hauts-de-France, qui est du coup un peu le territoire pilote sur ce projet-ci, grâce à un beau soutien de la région et de fonds européens. Et du coup, le fameux bilan, donc aujourd'hui à date, on est assez fiers de pouvoir dire qu'on nous a proposé plus de 2000 équipements via le site lacollecte.tech. Sur ces équipements, nous, on en a déjà traité 800. Donc, c'est 800 équipements qui vont rejoindre ces structures sociales sur les territoires. Et puis, on a 4 à 5 000 équipements qui sont encore à l'étude, voilà, sur lesquels on est en discussion, en réflexion pour les intégrer au process de reconditionnement. C'est juste que ces chiffres datent, en gros, on a commencé à compter à partir du mois d'octobre, puisque la plateforme a été lancée octobre ou novembre d'ailleurs, Camille? Novembre, mais on en avait déjà un petit peu dans le pipe, on va dire. Donc ça, c'est les résultats sur 3 mois et demi d'activité. Du coup, on est fiers de pouvoir travailler avec 12 entreprises qui nous ont confié leurs dons. C'est un acte aussi de confiance aujourd'hui. Et donc, du coup, de travailler avec les 3 reconditionneurs dont je vous parlais. Vous pouvez voir sur la carte, c'est les petites mains avec les clés. Donc Atelier Sans Frontières, Atelier du Bocage et Trira. Et puis 15 structures du coup sur le territoire qui peuvent aujourd'hui distribuer ce matériel reconditionné. Et les filières dont je vous parlais, pour finir sur le développement régional, aujourd'hui, il y en a 4 qui sont en construction. Donc, les Hauts-de-France, dont je vous parlais. Du côté aussi de l'Île-de-France, on est en discussion dans le Grand Est. Et puis, on est en discussion en PACA. Voilà. Donc on est plutôt fiers du résultat à court terme et on n'a qu'une envie, c'est évidemment de continuer à travailler et de faire émerger toutes ces filières locales très rapidement. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Camille. Merci en tout cas d'avoir présenté cette solution. Bon, on se dit quand même qu'il y a une vraie chaîne vertueuse qui se crée derrière avec une meilleure inclusion économique et sociale. Je voulais savoir si éventuellement il y avait des questions sur cette première séquence. N'hésitez pas à les poser directement ou bien sur le chat en fonction. Dans tous les cas, on pourra se réserver un moment d'échange à la toute fin si jamais. Et pour répondre aussi à une question qui m'a été posée en privé, on diffusera bien évidemment le support qui a été présenté par Marie et Camille.
Donc voilà, vous aurez toutes les infos plus tard. Pas forcément de questions pour l'instant. En fonction, laissez-les dans le chat si jamais, et puis on se laisse un moment à la fin. On peut ouvrir du coup la deuxième séquence qui est donc le maintien du lien par les entreprises avec les publics concernés et notamment les jeunes qui ont pu être en précarité numérique pendant le confinement. Alors Majid Agag, qui est présent aujourd'hui, qui travaille à la BNP Paribas, pourra du coup justement là nous expliquer un petit peu comment est-ce que la BNP a réussi à maintenir un lien à la fois pédagogique avec les jeunes grâce au numérique. Et voilà, Majid, je te laisse la parole si tu souhaites. Merci Théodore. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je pilote en fait le programme d'inclusion sociale de BNP Paribas en France et notamment son programme qui a été créé quasiment depuis 2015. On va fêter 2005, on va fêter ses 15 ans l'année prochaine. Il s'appelle Projet Banlieue, qui est donc un programme qu'on a créé au moment de l'éclatement de la crise dans les banlieues à Clichy-sous-Bois. Vous savez qu'on a beaucoup d'agences et donc à l'époque, le point de départ, enfin, l'effet déclencheur, ça a été la prise de conscience chez nous de l'existence de beaucoup de pauvreté dans ces quartiers. On connaît les chiffres, hein, il y a 1500 quartiers qu'on appelle pudiquement prioritaires de la politique de la ville. En métropole, plus les DOM, il y a 5,5 millions de personnes qui sont concernées. Donc voilà, on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire et on s'est dit comme on est banquier et qu'on sait faire plein de choses, mais pas les choses qu'on souhaiterait faire justement pour plus d'inclusion sociale. On a confié ça plutôt donc à des associations. Le principal levier de ce programme, c'est la sphère associative. Les bénéficiaires, évidemment, ce sont les populations des quartiers. Et puis donc, on poursuit au travers de ce programme 3 objectifs qui sont très importants dans la construction de l'être humain, évidemment, dans toute sa vie. C'est toute la partie éducative, évidemment. Donc, on soutient des associations qui facilitent le parcours éducatif des jeunes qui sont issus de milieux modestes. Donc, on est sur des thématiques comme le décrochage scolaire, l'inclusion numérique, bien sûr, on vient d'en parler, hein, avec des grandes associations référentes de niveau national comme la FEP, Proxité, Énergie Jeune, Unicité, par exemple. On favorise également les passerelles entre les écoles et les entreprises, très important, notamment au travers des stages collégiens. On en propose, voilà, malheureusement, cette année, c'était un petit coup de frein assez brutal, mais les 2 premières années du pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, on a eu le plaisir d'en proposer 1500 chaque année aux jeunes collégiens de 3e. Et puis, on s'appuie sur des partenariats avec des associations comme Viens vers mon taf, Job IRL, qu'est-ce qu'il y a encore, 100 000 entrepreneurs, Entreprendre pour apprendre, voilà. Sensibilise également à l'entrepreneuriat et également tout ce qui peut permettre faciliter l'accès aux études supérieures. Et là, on s'appuie sur des grands partenariats avec notamment l'Institut Télémac et Article 1. Deuxième objectif de ce programme, c'est tout ce qui peut permettre également l'accès à l'emploi des jeunes. Hein, évidemment, après l'éducation, c'est cette partie-là qui est la plus importante, soit via le salariat ou l'entrepreneuriat. Donc là, voilà, nos partenariats, c'est avec des grandes structures, des associations que vous connaissez tous, hein, je pense, comme le Quartier des Talents, la Cravate Solidaire, Mosaïque Arrache, ou tout le réseau des écoles à la deuxième chance également, hein, bien sûr, l'ADI, et puis des nouveaux qui sont en train de pointer le bout du nez, là, qui sont en train d'essaimer à l'échelle nationale, comme Les Déterminés, par exemple, hein, qui a un programme de promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes des quartiers. Et puis le troisième objectif de ce programme, c'est un petit peu le lien d'ailleurs avec l'objet de cette réunion, c'est tout ce qui peut permettre la création de liens sociaux dans les quartiers. Et donc là, on l'a fait donc depuis 15 ans, 14 ans, sous forme d'appel à projet. Donc, on en est à peu près 1650 associations que l'on soutient maintenant hein, depuis l'existence de ce programme. Alors, ce qui s'est passé, et nos formes de soutien, pour terminer un petit peu sur la présentation de ce programme très original, c'est que voilà, on soutient ces associations à la fois financièrement. Donc, le financement, ça peut être un soutien direct ou via notre fondation ou via le complément de la taxe d'apprentissage. Voilà. Donc, je ne manquerai pas de poser la question, par exemple, à Emmaüs Connect, de savoir s'il est éligible à la taxe d'apprentissage. Si c'est le cas, on aura le plaisir de soutenir l'année prochaine parce qu'ils font vraiment de très belles choses.
Soutien financier, dont je disais, humain également, avec, voilà, on a poussé vraiment très très fort, notamment avec la crise du Covid, sur tout ce qui touche au bénévolat de compétences, au pro bono également, qui est une forme de bénévolat, mais expert, et puis le mécénat de compétences également. On a 150 missions en cours actuellement sur toute la France, dans pas mal d'associations. Et puis, le troisième soutien, donc, c'est précisément le soutien en matériel et notamment informatique, puisque voilà, une entreprise comme BNP Paribas en France, hein, c'est voilà, 1700, un peu plus de 1700 agences. Donc, évidemment, et on a des centres d'affaires, enfin, on a beaucoup d'entités opérationnelles et on a pour principe de remplacer le matériel à peu près tous les 3 ans. Donc, c'est vrai que voilà, on avait commencé au début un peu petitement, il y a quelques années. On s'était dit, tiens, ce serait bien de recycler une partie de notre matériel. Et tout à l'heure, vous parliez des ateliers du bocage, donc l'entreprise d'insertion qui est située au sud de Cholet. Ben voilà, nous appuyons depuis très longtemps sur les ateliers du bocage pour reconditionner du matériel. Et puis, on a, depuis l'année dernière, on a fait changer ce programme d'échelle, vraiment, parce que là, maintenant, il est quasiment dans beaucoup de territoires en France, hein, puisque ce sont nos managers de territoire qui sont engagés, qui identifient toutes les associations locales créatrices de liens sociaux dans les quartiers. Et donc, voilà, donc on propose... attendez, je vous demande un petit instant. Voilà, donc on avait cette expérience du matériel qu'on recyclait, on va dire, oui, quelques centaines par an. Et on a décidé vraiment de changer d'échelle et voilà, de recycler tout le matériel maintenant qui est destiné à la France. Pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année 2020, ce sera quasiment 14 000 équipements. Alors, c'est quoi comme équipement ? Ce sont des UC avec des grands écrans. Ce sont des portables, bien sûr, c'est essentiellement du matériel HP, vraiment du beau matériel, hein, avec une belle configuration. Et puis également des imprimantes pour l'instant. Donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourra faire avec les smartphones. Mais pour l'instant, voilà, c'est tout ce matériel que l'on recycle. Alors, on l'a fait cette année, bien sûr, en direct avec nos associations, par l'intermédiaire donc des ateliers du bocage. Mais c'était, voilà, disons que le projet, il était un petit peu, comment dire, archaïque, en ce sens qu'on n'avait pas de solution pour permettre l'acheminement de ce matériel au plus près des territoires, notamment dans les associations qui en avaient besoin. Et donc, on a demandé aux ateliers de bocage qui l'ont fait d'ailleurs, de mettre au point une espèce de boutique en ligne qui va permettre en fait désormais, enfin à partir de 2021, de commander directement ce matériel au profit d'une association qui sera alors pour ses propres besoins ou alors évidemment pour les besoins de ses bénéficiaires, notamment ceux qui sont en situation d'exclusion numérique. Voilà. Donc ça, on en est très fiers. Donc en fait, c'est pour ça que je trouve l'initiative d'Emmaüs Connect vraiment formidable, la collecte.tech, hein, puisque bon voilà, c'est un peu vraiment ce qu'on a, enfin l'initiative qu'on a, enfin ce qu'on fait finalement depuis pas mal de temps, mais parce que ce programme existe et qu'on l'a musclé au fil du temps. Donc et je dirais qu'il a même un avantage. Par rapport à la Collect Tech, évidemment, c'est pas du tout, on peut difficilement comparer parce qu'il faut bien qu'Emmaüs Connect, il a un modèle qui soit équilibré, bien sûr. Mais nous, c'est que ce matériel, il est offert carrément aux associations. Donc, c'est le gros avantage lorsqu'ils commanderont en ligne ce matériel. Et dans le courant de l'année, évidemment, on a été, avec le Covid notamment, on a été très, très ouvert aux coalitions. Et notamment, tout à l'heure, Marie parlait de l'opération collection d'urgence. Elle a oublié de nous citer, car nous étions également dans cette coalition avec Break Poverty et puis Emmaüs Connect. Hein. Et donc là, bon, voilà, c'était à peu près 800 portables qui ont été offerts par l'intermédiaire de cette belle opération. Hein. Et notamment, ça a permis d'équiper les écoles à deuxième chance, enfin beaucoup d'écoles de la deuxième chance, hein, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a 136 au total en France, hein, donc c'est compliqué de toutes les équiper. Mais en tout cas, celles qui en avaient plus besoin, puis des grandes associations comme Unicité notamment. Voilà, donc nous, on a, vous le constatez, une courbe d'expérience assez importante sur ce très beau sujet. Donc, effectivement, comme tout le monde, hein, on ne pouvait pas imaginer, comme le disait Marie tout à l'heure, que le Covid allait comment dire, révéler toute l'acuité de cette problématique d'exclusion numérique en France. Et donc, voilà, on a un petit peu accéléré comme est en train de le faire Emmaüs Connect maintenant. On en est très fiers. Et bon, là, on avait ce programme qui, on était un petit peu déjà dans le vent quand c'est arrivé. Et voilà, on va continuer. Donc, à partir de
l'année prochaine, les années qui viennent, évidemment, à continuer cette action en faveur de l'inclusion numérique. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Majid. Et d'ailleurs, j'en profite s'il y a des grands groupes qui veulent remonter aussi des bonnes pratiques qu'elles ont eues pendant le confinement ou d'autres actions en faveur de l'inclusion numérique, vous pouvez les remonter. Non? Oui, Emmanuel, je pense que voilà, on vous entend. Moi, j'avais une question pour les entreprises qui sont présentes ici. C'était plus général, mais je ne sais pas si vous avez la réponse, mais savez-vous quelle est la part de PC qui vous appartiennent de celles que vous louez? C'est intéressant de… C'est une excellente question, Théodore et Emmanuel. Didier, donc moi je suis chez Schneider. Aucun de nos PC ne nous appartiennent, moi c'est simple. Et c'est facile. En revanche, on a essayé de… Moi, j'ai découvert un peu ce côté inclusion numérique il y a quelques années au travers d'une visite chez TAE. Je pense que vous connaissez, Travailler, Apprendre Ensemble, qui est une structure d'ATD Carmonde qui fait aussi du reconditionnement et qui fait de l'insertion au travers du reconditionnement de PC. Donc, nous, on s'est tourné, et c'est une question qui est intéressante pour vous. Est-ce que vous êtes en lien avec tous les grands acteurs qui assurent justement la gestion, la maintenance des PC d'entreprises comme Econocom, par exemple? Et donc, nous, on s'est retourné vers Econocom à l'époque en leur disant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'aider TAE dans cette dimension. Et c'est comme ça qu'on avait lié une convention, ça fait déjà 4-5 ans, donc ce n'est pas toujours facile, mais dans le cadre du confinement, juste la Covid. Alors, désolé, je ne peux pas mettre ma caméra parce qu'on est chez Schneider, Zoom est interdit. Hein, donc, je ne sais pas comment j'arrive à vous parler parce qu'aussi bien on va être coupé, mais la caméra, elle est bloquée. Et donc, c'est comme ça qu'on a donné à peu près depuis 4-5 ans, 400 PC par an. Là, on a redonné 300 PC à TD Carmonde donc pendant la première période du confinement. Moi, j'en retire trois points. Le premier, c'est que dans un cadre comme ça, il y a tout un côté vraiment technique et confidentialité vis-à-vis de la mise à disposition des PC qui est très importante. Et là, il y a un accord de confidentialité qui est signé entre Schneider, Econocom et bien sûr TAE. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui les intéresse, alors c'est ça qui est peut-être intéressant pour faire un appel aux collaborateurs par rapport à ce que vous proposez, vous. Chez TAE, ce qu'ils souhaitent, eux, c'est avoir des parcs homogènes. Ce n'est pas avoir 3 PC, ceci, 2 PC, cela, etc. Parce que pour eux, c'est quand même beaucoup moins facile. Et après, eux, ils les revendent à des prix, bien sûr, intéressants, mais à des structures ou autres. Donc là, nous, c'est vrai que Schneider, ce sont des PC cohérents, homogènes, donc ça va bien. Et la troisième chose, justement, c'est nous, aujourd'hui, on a essayé d'aider Emmaüs Connect dans le cadre du confinement avec la Fondation Schneider, donc une petite aide, dans le cadre de missions de détachement, un peu comme vous parliez tout à l'heure au niveau de BNP, mais nous, c'est très modeste, puisqu'à l'instant T, on n'a que 35 personnes qui sont en détachement, en mécénat de compétences dans ces structures associatives en France. Mais est-ce que l'idée de dire, je ne sais pas ce que ça donnera, de faire un appel au peuple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi, comme les familles, qui ont des PC, et effectivement, ce n'est pas souvent quoi en faire en fin de vie, donc on les amène à une structure, mais c'est un peu le système D. Moi, j'ai plein de copains qui me disent, est-ce que tiens, ton truc, il reprendra un PC? Bon, c'est vrai que TAE, ça ne les intéresse pas de reprendre un PC à l'unité. Est-ce que vous, aujourd'hui, justement, dans le cadre de ce que j'entendais tout à l'heure, avec cet accord avec Colissimo et tout, c'était quelque chose qui était possible de pousser en disant, si vous avez des PC dans vos familles ou dans vos relations que vous n'utilisez pas, voilà, un bon, envoyez-le à tel endroit. Et puis, ça, c'est un truc qu'on pourrait faire en complément. Après, pour répondre à la question d'Emmanuel tout à l'heure sur le nombre de PC chez nous qui nous appartiennent, c'est clair, net et précis. Et on n'est pas les seuls, parce qu'il y a un grand nombre d'entreprises. Je ne sais pas comment ça se passe chez BNP Paribas, mais chez nous, par exemple, c'est 0. Et heureusement qu'on a un prestataire qui était ouvert, effectivement, à cette idée de dire on va essayer de tendre la main et d'aider à TAE. Voilà, juste Théodore, pour rebondir sur tes propos et ceux d'Emmanuel. Merci Didier. Peut-être
Didier, je propose de répondre sur l'une des questions et Emmanuel, après, peut-être que tu pourras compléter sur le lien qu'on peut avoir avec des entreprises de leasing. Didier, vous venez d'évoquer ce qui est à terme notre rêve. C'est-à-dire, bien évidemment, on est tous conscients et on a tous chez nous, dans notre famille, des équipements informatiques qui traînent. Il existe aujourd'hui des recycleries locales, des repair cafés, mais c'est encore trop peu connu. Et effectivement, même depuis le lancement de la collecte.tech, on a pas mal de particuliers aussi qui nous contactent via la collecte.tech pour nous proposer leur équipement informatique. À date, la réponse qu'on va leur proposer, c'est sur les territoires où Emmaüs Connect est présent, vous pouvez déposer ce matériel dans les points d'accueil où on a aussi des bénévoles qui vont être équipés des logiciels d'effacement, qu'on va former, etc., et qui vont pouvoir donner une seconde vie à ce matériel. Ceci étant dit, il y aura pas forcément de SAV, donc c'est plus du matériel qu'on va destiner à des maraudes et qu'on va justement donner gratuitement à des personnes qui n'ont vraiment aucun moyen de mettre un seul centime dans l'achat d'un matériel. Donc aujourd'hui, on fonctionne sur le don de particulier, c'est encore un peu artisanal. On a décidé, parce que l'urgence est massive et que notre ambition, c'était de passer à l'échelle, de d'abord se focaliser sur les dons d'entreprise pour pouvoir avoir une volumétrie suffisante pour approvisionner à la fois les bénéficiaires d'Emmaüs Connect, mais aussi de toutes ces structures sociales du territoire qui vont rejoindre l'aventure. Donc, dans un premier temps, on se focalise sur les flottes entreprises. Dès que ça a un peu décollé, que le maillage territorial est bien implanté, on va, par exemple, dans les Hauts-de-France, quand la filière locale sera bien structurée, bien évidemment, on va rallier des structures plus petites. On va organiser aussi du bénévolat pour pouvoir capter ce don auprès des particuliers. On imagine même travailler avec plus globalement l'ensemble des structures du mouvement Emmaüs pour pouvoir orchestrer ça. Mais on va dire que dans un premier temps, là, on a vraiment une urgence à avoir une volumétrie suffisante. Et c'est vrai que quand on parle à des grands groupes comme les vôtres, on table tout de suite sur des volumes qui nous permettent de répondre à la masse. Et j'en profite pour dire que voilà, aujourd'hui, c'est un début prometteur que vous a présenté Camille. On a déjà 800 personnes qui sont en train d'être équipées via ces premiers mois de lancement, mais les besoins sont énormes. Lors du premier confinement, c'est 900 structures associatives locales qui nous ont contactés. Lors de ce deuxième confinement, là, depuis 2 mois, on est en train d'accompagner 200 autres structures associatives. On a déjà distribué des centaines d'ordinateurs, de smartphones, des centaines de milliers. Mais on recense encore beaucoup de demandes sur les territoires. Et ce besoin, plus la filière et les filières locales vont se structurer, plus en fait on va avoir cette demande constante. Et pour répondre juste sur l'autre point que vous soulignez, effectivement, les accords de confidentialité et la protection des données, elle est au cœur aussi de notre programme. C'est pour ça qu'on travaille avec des structures d'insertion qui sont spécialisées dans le domaine dans le cadre des collectes auprès des entreprises. L'objectif, c'est de donner à l'entreprise toutes les garanties nécessaires pour assurer la traçabilité de son don, l'effacement des données et aussi ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir répondre aux sensibilités RSE qui est propre à chaque entreprise, c'est-à-dire certaines entreprises vont avoir un focus par exemple sur les jeunes, d'autres un focus sur les seniors, d'autres un focus sur les demandeurs d'emploi et via le maillage des structures sociales et la diversité des structures sociales qu'on va aider à travers ce programme, on a la capacité voilà, à traiter ces différents enjeux sociaux. Donc voilà, l'idée c'est que pour l'entreprise, ça ne soit pas une contrainte ou voilà, qu'on lève toutes les barrières logistiques et toutes les craintes qu'il peut y avoir à travers un don comme celui-ci, qu'on lui donne la possibilité vraiment de s'impliquer aussi dans le projet. Et puis l'avantage aussi de la collecte.tech, c'est que Emmaüs Connect va, comme le disait Camille, vraiment s'assurer que
c'est pas uniquement du matériel qu'on donne comme ça à quelqu'un et puis ensuite on le laisse vivre sa vie sur le numérique. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux 3 freins, aux 3 barrières face à l'inclusion numérique, qui est donner de l'équipement et de la connexion à prix solidaire, mais aussi accompagner sur la prise en main de ces outils et sur les compétences numériques de base, et globalement aussi lever les freins psychologiques que les personnes qu'on accompagne peuvent rencontrer face au numérique. Donc c'est vraiment un accompagnement global. Emmanuel, je ne sais pas, peut-être un petit mot sur nos liens avec Econocom, par exemple? Oui, j'en profite parce qu'en fait, dès que le partenariat de ce projet a commencé à être monté, c'était cet été, je me suis toujours dit, s'il y a beaucoup de locations, ça va être compliqué. Et du coup, je suis en train d'essayer de construire avec Econocom depuis plusieurs mois un modèle ou un partenariat durable. Et j'avoue que je peine parce que c'est leur métier. Mais je suis très contente qu'ils vous aient aidé, en tout cas qu'ils aient aidé Schneider, parce que ça veut dire que ça peut exister et que je vais continuer à trouver avec eux un modèle qui fait qu'on pourrait inclure aussi ceux qui ont leur propre flotte, mais aussi ceux qui font du leasing. Et après, on pourra le dupliquer, ce modèle fait avec Econocom, sur d'autres gros leasers. Mais ça serait intéressant de pouvoir inclure aussi ceux qui n'ont pas leur propre flotte. Juste une dernière question donc, de la part de la société Henkel. Donc, peut-être que Camille, tu pourras répondre. Peut-on aussi faire un don sur la collecte avec du matériel usagé de nos collaborateurs? C'était… Alors, si je peux me permettre, Théodore, justement, je voulais rebondir un peu sur ce que disait Didier tout à l'heure, parce que là, on va tenter une expérience un peu grandeur nature sur ce sujet-là. Alors, ce n'est pas la même thématique que celle dont on parle, c'est-à-dire, donc, évidemment, essayer de travailler sur la question de l'insertion numérique. Mais c'est pour permettre en fait à nos clients qui détiennent effectivement des vieux smartphones, des vieux portables et qui restent dans des tiroirs de pouvoir penser à les recycler. Donc là, on est en train de mettre au point justement une opération. Alors comme toujours, on ne sait pas faire directement, on fait avec une structure sociale, qui c'est toujours les ateliers de bocage d'ailleurs. Et donc, on va mettre au point quelque chose avec nos agences. Et l'idée, c'est d'inviter donc nos clients, donc une grosse opération marketing, évidemment. Et ça va être un premier test pour voir comment vont réagir nos clients, à qui on va proposer de reconditionner, d'offrir, de donner, en fait, de transformer, de récupérer, leur matériel, leur smartphone, leur téléphone, leur vieux machin, et pour qu'ils soient, transformés par les ateliers du bocage. Et puis, voilà, aujourd'hui, on utilise toujours de nouvelles ressources, alors qu'il y en a plein qui restent dans les tiroirs. On use un petit peu notre planète. Et là, l'idée, c'est de les inviter à faire un geste écologique intéressant par ce biais-là. Et du coup, si ça marche, on pourra imaginer ce que disait Marie tout à l'heure, effectivement, en parlant des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas du tout les moyens de mettre ne serait-ce qu'un 1 euro dans l'acquisition de matériel informatique, qui font les maraudes notamment, et effectivement proposer à nos clients de nous donner leurs anciens matériels informatiques, donc qui n'ont pas des configurations formidables pour une majorité d'entre eux, mais en tout cas qui peuvent marcher et qui peuvent être encore utilisés à des fins toutes simples, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on pense également dans l'avenir. Du coup, si je peux me permettre de répondre à la question, Théodore. Oui, c'est tout à fait du matériel que l'on peut traiter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec des éco-organismes et que du coup, on a évidemment travaillé sur la question de l'éventuelle gestion de déchets. Et donc, ça fait partie en effet du process de gestion des dons que l'on pourrait recevoir. Donc, par rapport à cette question sur des dons d'employés, de collaborateurs, évidemment, ça s'intègre dans le process. Et merci de penser déjà au réflexe la collecte.tech. En effet, en quelques clics, ça peut être proposé sur le site. Vous allez voir, c'est plutôt très simple normalement. Et on vous rappelle, donc il y a des êtres humains derrière ce projet. Bon, en tout cas, merci à tous et toutes. Je vois que l'heure file, donc peut-être Marie, si tu veux conclure, peut-être quelque chose que des entreprises de grands groupes pourraient retenir aujourd'hui.
Non, mais voilà, si vous souhaitez agir face à cette urgence contre l'exclusion numérique, ou plutôt pour l'inclusion numérique, bah, pensez à la collecte.tech. Nous, notre engagement, c'est de vous garantir l'effacement des données, la traçabilité, un process logistique simple, un don qui est valorisable fiscalement, surtout par exemple dans le cadre de la BNP où vous dites que les ordinateurs ont 3 ans, donc potentiellement encore une valeur comptable. Voilà, et surtout un beau projet RSE avec un triple impact écologique, économique et social et solidaire en faveur de l'inclusion numérique. Donc voilà, on fait en sorte de lever toutes les barrières que vous pourriez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou un doute. Notre objectif, c'est aussi d'apprendre de tout ce qui peut constituer une barrière ou un frein côté des entreprises